vous regardez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand oral médiatique. Debout derrière votre pupitre, c'est désormais la règle ici. Et dans le jury aujourd'hui, Yves Tréhard du Figaro, bonjour. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Séquence droite suite aussi avec vos réactions, vos questions. C'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui nous rejoindra à 2 reprises dans cette émission pour vous faire part, Pascal Pavageau, des questions, des commentaires des auditeurs et téléspectateurs, des réactions que vous pouvez toujours nous envoyer sur rtl.fr et sur Twitter avec le mot-clé #legrandjury. Et puis, comme vous êtes encore très peu connu, Pascal Pavageau, c'est pas à vous faire offense que de le dire, nous avons décidé de brosser votre portrait dans ce début d'émission. Et c'est Anaïs Bouissou du service économie et social de RTL qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et qui s'y colle donc à ce portrait. Vous aviez suivi le congrès de Force Ouvrière à Lille qui a eu lieu cette semaine. Aidez-nous à comprendre qui est Pascal Pavageau. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous êtes ce qu'on peut appeler un militant pur jus. Et pour vous, ça commence jeune. À l'école, déjà, vous êtes élu délégué de classe tous les ans. Puis après votre bac, quand vous intégrez l'École nationale des travaux publics d'État, avant de devenir ingénieur, vous créez votre propre section syndicale. Et pas n'importe laquelle. Force Ouvrière, syndicat auquel vous adhérez à 21 ans. Militant pur jus, ça revient presque pour vous à dire ni Dieu ni maître. Vous n'adhérez nulle part ailleurs. Pas de parti politique, pas d'association, pas de courant de pensée. Seulement Force Ouvrière. Pascal Pavageau, vous êtes aussi un marathonien, au propre comme au figuré. Semi-marathon tous les mois pour vous maintenir en forme, 9 km/h. Et marathonien du syndicalisme. Le poste que vous occupez aujourd'hui, numéro 1 de FO, vous le convoitez en fait depuis 2011. Mais vous avez dû patienter, attendre que Jean-Claude Mailly cède sa place. Jean-Claude, votre camarade, à qui vous avez souhaité bon vent cette semaine. Jean-Claude qui s'en est allé au vent mauvais, comme le dirait Verlaine, car le moins qu'on puisse dire, c'est que le passage de relais a été douloureux dans les derniers kilomètres. Lui, critiqué, vous ovationné par les militants, on vous voit volontiers plus cash, moins conciliant, plus hard rock, votre musique préférée, qui cogne et qui claque à l'image de vos saillies contre Emmanuel Macron et les patrons. De faux Robin des Bois, je cite, qui prennent aux pauvres pour donner aux riches. Le président, dites-vous, une planète, Jupiter, à des années-lumière du terrain. Minutieux vous l'êtes. Votre premier discours à la tête du syndicat, vous le travaillez depuis des mois, après avoir relu tous ceux de vos prédécesseurs depuis 1948. Tellement minutieux que vous avez, allez on va le dire, une passion originale, la peinture aborigène sur porcelaine. Un passe-temps que vous continuerez d'exercer, car vous le dites aussi, vous garderez du temps pour vous, pour votre famille, pour vos 3 enfants. Et on le sait déjà, quoi qu'il arrive, le 5 juillet prochain, votre téléphone sera fermé pour les journalistes. Concert d'Iron Maiden oblige. L'une de vos premières missions, Pascal Pavageau, ce sera de contacter un à un les autres syndicats. Et peut-être aurez-vous l'occasion de rencontrer prochainement Jupiter, Emmanuel Macron, que vous tutoyez jusqu'à présent, même si un alignement des planètes avec vous semble peu probable. Merci Anaïs. Alors Pascal Pavageau, vous allez certainement rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez déjà un rendez-vous avec lui ou pas? Non, à ma connaissance, non. Enfin, en tous les cas, je ne suis pas retourné à Force Ouvrière depuis la fin de notre congrès, puisque je suis rentré hier soir de Lille. Donc, à ma connaissance, sauf à ce qu'un courrier m'ait échappé, il n'y a pas de rendez-vous pour l'instant prévu. Mais évidemment, si le président de la République souhaite me rencontrer, je suis à son entière disposition. Il y a un message de félicitations, SMS? Non, j'ai pas. Non, votre élection non plus. Non. Ni de Madame Pénicaud, la ministre du Travail? Non. Non plus. Non. En tous les cas, pas sur mon portable. Votre téléphone portable. Ouais. Est-ce qu'il l'a? Parce qu'on sait que vous connaissez Emmanuel Macron. Vous l'avez rencontré quand il était à Bercy. Oui, absolument. À l'époque, Pascal Pavageau, vous le tutoyez, Emmanuel Macron. Oui, enfin, Monsieur Macron, tant qu'il était d'ailleurs à l'Élysée, mais en tant que sur d'autres fonctions, ou par exemple à Bercy, tutoie beaucoup de monde, d'une part. Et effectivement, comme on sait... beaucoup vu, notamment à Bercy, mais aussi un petit peu à l'époque à l'Élysée avec son poste de secrétaire général adjoint. Oui, on s'est beaucoup parlé et on se disait les choses de façon assez directe et assez cash. Alors quand vous le verrez... Par contre,
je considère, enfin en tous les cas, je ne tutoie pas le président de la République. Quand vous le verrez à l'Élysée, parce que certainement qu'il y aura une rencontre, un jour ou l'autre avec le président de la République, quel sera votre premier message au président de la République? Vous avez eu un discours, on va y revenir très longuement, mais très dur vis-à-vis du pouvoir actuel. Vous êtes posé en opposant pendant ce congrès, Pascal Pavageau. Que lui direz-vous? On ne se pose pas en opposant, on n'est pas du tout sur un champ d'ordre politique ou politicien. Par contre, on réagit à l'ensemble des réformes et des politiques qui sont menées. Or, depuis un an, on a une politique qui est menée sous différents aspects sur un plan social qui pousse à déprotéger les gens, à individualiser les droits. Et ça, c'est simplement, on va dire, l'inverse de ce que vous faites quand vous militez, quand vous syndiquez, quand vous êtes un militant syndical. Ce que vous essayez d'obtenir, c'est des droits nouveaux et au contraire, protéger plus, toujours mieux, l'ensemble de vos collègues de travail. Est-ce que vous estimez que Emmanuel Macron est une menace pour les syndicats? Vous avez une phrase très forte dans votre discours. À un moment, vous dites une organisation syndicale est mortelle. Est-ce que les syndicats sont menacés par l'action du président de la République? D'abord, je ne considère pas et je ne considérerai jamais que le président de la République soit une menace pour quiconque. Ça nous poserait quand même un vrai problème et c'est pas le cas. Par contre, l'attitude aujourd'hui du gouvernement tend à montrer qu'il ne reconnaît pas aux organisations syndicales le rôle qui est le leur, j'allais dire, depuis un siècle, dans la construction de notre modèle social et de notre République. C'est-à-dire, vous sentez une forme de mépris de la part du président? Il y a une enjambement des syndicats. Il y a une forme de la part, en tous les cas, sur la méthode qui est employée, au-delà du fond, avec lequel, vous avez compris, mon organisation syndicale est en désaccord par rapport à la politique qui est menée. Sur la méthode, on a le sentiment clairement que parce que nous sommes une logique de contrepoids et non de contre-pouvoir, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, les médias en sont un, la fonction publique en est un, contrepoids également, etc., les syndicats n'ont plus voix au chapitre. Or, dans notre démocratie, le rôle des syndicats subit déjà du syndicalisme bashing depuis des années. Et il est fondamental, il est essentiel que le président de la République fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il permette de renouer avec le rôle fondamental des syndicats pour aider à la construction de la norme sociale, du droit et de l'ensemble de nos principes républicains. Et sur le fond, sur la politique menée notamment à l'égard des salariés, est-ce que vous diriez, comme François Hollande cette semaine, que c'est le président des très riches ? C'est en tous les cas, nous arrivons aujourd'hui à, on va pas reprendre la formule, mais à un moment donné, moi je disais qu'on en est en gros à une politique qui ressemble à quelque chose qui est fait pour les 10% premiers de cordée et qui laisse de côté les 90% derniers de corvée. Et on peut pas avoir une politique qui soit uniquement pour ceux qui sont, j'allais le dire, directement sortis de la cuisse de Jupiter ou qui ont eu de la chance ou qui ont eu l'avantage de pouvoir faire des études supérieures ou d'avoir la capacité à occuper des hautes fonctions. Au contraire, il est essentiel que, en tant que garant de l'intérêt général, le président de la République et son gouvernement, mais quel qu'il soit, redistribue y compris les moyens collectifs de la nation vers ceux et celles qui en ont le plus besoin. Or, on a vraiment l'impression, je ne vais pas rentrer dans la litanie des chiffres ici ou là, sur l'ensemble des politiques, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales, de l'ensemble des mesures qui sont données. On a 11 milliards favorisant les 10% et moins 24 milliards en un an défavorisant les 90%. C'est le président des très riches, je reprends la question de Jacobine. Est-ce que quand François Hollande dit Macron est le président des très riches, vous abondez, vous dites oui, en effet, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est que les très riches. En tous les cas, c'est les 10% de premiers de cordée. Alors, dedans, il y a certainement les plus riches ou les plus chanceux. En tous les cas, ceux qui, justement, dans notre République, n'ont pas forcément besoin de notre service public républicain pour réussir, n'ont pas forcément besoin de notre sécurité sociale collective pour réussir, n'ont pas besoin de notre code du travail, du statut général pour être protégés. Par contre, les 90 autres %, ils en ont besoin. Donc, c'est pas être moderne que de déprotéger les 90% au bénéfice des 10%. Que cherche Emmanuel Macron selon vous? Est-ce qu'il joue l'opinion contre vous en, dites-vous, vous laissant de côté? Est-ce qu'il joue à ce jeu-là pour vous? Moi, je crains que, de temps en temps, ce soit un peu « je pense donc tu suis » en termes de méthode. Et donc, à tous les niveaux, les syndicats, comme les autres contrepoids. Et avec une logique qui serait de dire, finalement, je ne vous reconnais pas le rôle historique, pourtant, des organisations syndicales dans, à un moment donné, la construction du droit, la construction de grandes
conquête sociale. Si on a une sécu, les syndicats, ils sont vraiment pas pour rien. Si on a un statut et un service public républicain, les syndicats n'y sont pas pour rien. Si on a tous le même salaire minimum, quelle que soit notre région, quel que soit notre métier, sur l'ensemble du territoire national, les syndicats n'y sont pas pour rien. Quelle va être votre ligne? Concertation ou contestation? Quand on lit votre discours, quand on l'entend, eh bien, on voit que Force ouvrière, aujourd'hui, est engagée dans la contestation, peut-être à côté de la CGT, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de mutation génétique. Il n'y a pas eu de mutation génétique à Force ouvrière depuis 48. L'ADN de FO, c'est ce qu'on appelle globalement, enfin, le fait d'être à la fois constructif par la négociation. Chaque fois qu'on peut négocier dans une entreprise, dans une administration, dans une branche ou au niveau national, on négocie. D'ailleurs, moi, je ne peux que regretter l'attitude aujourd'hui des candidats à la présidence du MEDEF qui ne cessent finalement de s'exprimer pour dire on n'a plus besoin de négociations entre les interlocuteurs sociaux et on n'a plus besoin de paritarisme. Et vous êtes toujours un syndicat réformiste parce que vous avez beaucoup contesté Jean-Claude Mailly, notamment quand il a approuvé la réforme du Code du travail. Le réformisme militant, pour reprendre l'expression de Marc Blondel, c'est l'ADN de Force ouvrière. Donc chaque fois qu'on peut négocier, on négocie, d'autant plus qu'on le demande. Nous allons aux concertations, nous irons aux concertations, mais quand vous négociez et quand vous concertez, c'est un rapport de force. Mais c'est ce que vous venez. Je vais terminer parce que sinon, permettez-moi. Quand vous allez à la négociation, vous y allez avec votre cahier de revendication, avec votre mandat. Vous y allez pour essayer d'obtenir des choses et éventuellement vous contrez celles qui ne vous conviennent pas. Après, une fois que c'est terminé, négociation signifie pas acceptation. Une fois que c'est terminé, vous regardez ce qui est bon, vous le dites. Ce qui est pas bon, vous le dites aussi. Et dans ce cas-là, vous le contestez. Pascal Pavageau, très concrètement sur les lois pénicaux, la réforme du Code du travail. Est-ce que vous estimez que votre prédécesseur Jean-Claude Mailly, avec qui les échanges ont été musclés, on y reviendra certainement, est-ce que vous estimez qu'il a suffisamment négocié? Est-ce qu'il a été suffisamment dans la concertation ou pas? Là, au sein même de Force ouvrière, le débat sur le fait d'aller à la concertation qui nous était imposé, puisque on n'était pas demandeur des ordonnances durant l'été, la question d'aller à la concertation ne s'est jamais posée chez quiconque au sein de FO. Il a fait son travail suffisamment? Encore une fois, c'est l'ADN de FO que de ne pas pratiquer la chaise vide. Là où il a dit que vous n'étiez pas allé, vous étiez parti en vacances pendant les négociations sur le Code du travail. Oui, alors, ok, très bien, s'il le souhaite. En l'occurrence, on a eu... Vous savez, quand vous rentrez dans le syndicalisme, vous apprenez 3 choses. C'est jamais le numéro 1 qui négocie. Parce qu'il faut toujours une position de recul à un moment donné et pouvoir prendre de la hauteur et arbitrer. Deuxièmement, vous y allez jamais tout seul. Et troisièmement, vous fixez le mandat. Moi, je suis sur cette position. Est-ce que Jean-Claude Mailly, dans ses discussions sur les ordonnances loi travail, il s'est compromis? En tous les cas, sur le fait d'aller à la concertation, c'était indispensable. C'est, encore une fois, notre ADN et il n'y a pas de raison que ça change. Après, le 31 août, quand les textes sortent, quand on a la réalité de ce qui sort, c'est là que il aurait dû dire non. C'est là qu'il y a une fracture entre le secrétaire général de Force ouvrière et l'immense majorité de la base. Parce que l'immense majorité de la base considère qu'on est face à pour reprendre l'expression, une loi travail taille grand patron. Enfin, en tous les cas, les mêmes causes produisent les mêmes effets que la loi El Khomri. Et donc là, naît en tous les cas une fracture qui ensuite a mis 1 an à se résorber. Sauf que là, on sort de notre congrès confédéral avec une feuille de route, on appelle ça des résolutions, avec une feuille de route générale globale qui, sur 3500 délégués, est votée à la quasi-unanimité, puisqu'il y a 1 vote contre et de mémoire 27 abstentions. Alors, vous dites que vous avez recollé les morceaux, on verra, parce que c'est vrai que c'était très tendu. Est-ce que, tout de même, on s'interroge en vous entendant, qu'est-ce qui vous différencie clairement aujourd'hui de la CGT? Dans vos propos, vraiment, on a l'impression que la force d'opposition est la même que celle de Philippe Martinez, qui était il y a quelque temps ici au grand jury et qui disait d'Emmanuel Macron qu'il était un diviseur. Écoutez, déjà, moi, je sors avec une feuille de route, je viens de le dire. Je n'ai pas entendu un seul délégué positionner cette feuille de route interne, encore votée à quasi-unanimité, en se référant à qui que ce soit. Donc nous, on a un axe FO-FO, on réfléchit sur les positionnements liés à notre conception des choses, à la façon dont on pense qu'il
qui sont les meilleurs pour défendre les intérêts des travailleurs, et donc on s'est positionné comme tel. Le point commun qu'on peut avoir avec d'autres centrales syndicales, mais si j'entends également Laurent Berger, j'ai un peu le sentiment que le ton est monté aussi à la CFDT, parce qu'il y a un point commun, c'est le rouleau compresseur qui est en face de nous. Et le rouleau compresseur qui est en face de nous, il est en train d'écraser l'ensemble des centrales syndicales. Il est en train d'écraser l'ensemble des fondements même de notre modèle social et de notre modèle républicain. Donc oui, là-dessus, il y a un point de convergence dans les propos qui se traduit par des termes qui sont différents ou des expressions qui sont différentes, mais il y a un point commun, c'est de dire ça n'est pas possible de détruire pan après pan nos droits collectifs les plus fondamentaux. Alors juste avant d'en venir au dossier de la SNCF, une question. La semaine prochaine, il y a un rassemblement à Paris, une manifestation qui s'intitulera la fête à Macron. Il y a des gens de la CGT, de chez vous, qui iront certainement à cette manifestation. Est-ce que vous, personnellement, vous défilerez ? Non, moi je ne défilerai pas, je n'ai jamais défilé et je ne défilerai pas à l'appel de partis politiques ou associatifs autres que mon organisation. Dans mon organisation, nous décidons ce que nous faisons et nous décidons ce que nous faisons en prenant l'initiative et en étant associés dans ces cas-là à une forme d'unité d'action. Si à un moment donné, avec les autres centrales syndicales, on ne mélange pas les deux. Politiques. Quand Jean-Luc Mélenchon initie une marche et qu'il dit « Écoutez, je suis prêt, moi, à me ranger derrière les syndicats », ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre... si quelqu'un veut marcher derrière Force ouvrière, on ne va pas l'empêcher de marcher derrière Force ouvrière. Mais vous ne marcherez pas derrière lui. Par contre, moi, je ne marcherai pas derrière lui. Mais derrière lui ou n'importe quel autre parti politique. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je n'ai pas de mandat. Je n'ai pas eu le mandat, il y a 48 heures, des syndicats Force ouvrière pour aller sur un champ d'ordre politique et politicien. J'ai le mandat de respecter ce que nous avons décidé ensemble dans l'intérêt des travailleurs. Après, charge aux politiques, soit qui sont dans la majorité et l'exécutif, soit qui sont dans l'opposition, d'utiliser ou pas des propos ou des revendications. Vous avez des contacts personnels avec Jean-Luc Mélenchon ou pas? Non, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Ça sera peut-être une occasion, un de ces jours. Mais Christophe Jacques-Cuvisine, on passe au dossier qui est récurrent, celui de la SNCF. Alors, vous n'êtes pas en première ligne sur ce dossier-là, en raison du poids du syndicat dans l'entreprise, mais quand même, qu'est-ce que vous pensez, puisque vous parliez des méthodes de revendication sociale, de cette grève perlée qui pénalise et les usagers et les entreprises depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'était la bonne méthode, selon vous? Les fédérations de cheminots se sont mis d'accord sur cette méthode-là. Donc, moi, je soutiens ma fédération de la fédération des cheminots, qui évidemment est totalement dans l'action. Vous savez, la question sur un sujet comme celui-là, c'est d'ailleurs une réforme du ferroviaire, pas uniquement une réforme de la SNCF. Et donc, la question de la représentativité, nous, on est représentatif dans la branche. La question du statut, oui, on l'est dans certaines régions. Puis de toute façon, la question de la représentativité, là, elle se pose pas. On pose pas la question à un cheminot qui défend son statut, qui défend les petites lignes. C'est ce que je voulais dire. Mais si, mais moi, la fédération des cheminots est dans l'action. Écoutez, il paraît qu'il y a une réunion le 7, lundi prochain, à Matignon. Encore une fois, sauf à ce qu'un courrier ait été reçu à la Confédération et que je ne l'ai pas vu, mais à ma connaissance, ni ma fédération des cheminots, ni la fédération FO des cheminots, ni la Confédération n'ont été invités. Vous auriez souhaité être invité le 7 ? Mais je pense que mes camarades de la fédération FO des cheminots sont intéressés à dire ce qu'ils ont à dire pour la défense de leur outil de travail, pour la défense de leurs conditions de travail, pour la défense du ferroviaire, pour la défense des petites lignes et pour la défense de leur statut. Alors comment on peut sortir de cette grève, Pascal Pavageau, alors que le Premier ministre dit on ne reviendra pas sur cette réforme? Moi, je pense qu'en l'état actuel, il faut déjà que le Premier ministre, puisqu'il prend la main, on change de négociateur, si j'ose m'exprimer, au niveau du gouvernement, même au niveau de la SNCF. Pour vous, Elisabeth Borne, elle n'est plus en charge du dossier. Je ne sais pas, moi, en tous les cas, le Premier ministre prend la main. Donc, puisque le Premier ministre prend la main, d'ailleurs, les interlocuteurs, normalement, du Premier ministre, c'est les confédérations. Donc vous c'est tout. Donc vous souhaitez être, vous, invité personnellement le 7 ? Si on invite les 5 confédérations représentatives, puisque, en gros, le sujet sort du simple cadre en SNCF. D'ailleurs, la réforme sort de ce cadre-là. Donc, premièrement, le Premier ministre devrait inviter large. Deuxièmement, si vous voulez que les choses se tassent, vous gelez la réforme et vous reprenez le dialogue. Et vous prenez un temps. Vous demandez à ce que la réforme soit gelée. Et vous prenez le temps. Donc vous réclamez ce que la réforme soit gelée, qu'il y ait un moratoire. Qu'il y ait un moratoire, à tout le moins. Sinon c'est inextricable. Vous demandez solennellement au Premier ministre de dire pour l'instant, la réforme, je la mets en stand-by pour utiliser un terme arrêter le débat parlementaire, par exemple.
Pardon ? D'arrêter le débat au Parlement, par exemple ? Mais tout a été ouvert. Encore une fois, elle est où la négociation ? Elle est où la négociation avec les interlocuteurs sociaux de la SNCF ou du ferroviaire? Elle n'a pas eu lieu. Ça serait un gage d'ouverture de la part du gouvernement. Si on a arrêté que le texte aille au Sénat puis à l'Assemblée de nouveau. Vous considériez que c'est un geste positif ? Que le texte soit gelé. J'ai pas c'est ça que vous demandez. Non, mais ce que vous demandez solennellement, Pascal Pavageau, vous demandez solennellement au gouvernement aujourd'hui. Oui, on gèle les choses. Oui. Sur la réforme de la SNCF. Et on ouvre vraiment la discussion. D'accord. Ça, c'est aller contre le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale a voté. Comment vous pouvez faire ? D'abord, il n'y a pas que ce qui a été voté par l'Assemblée nationale dans l'ensemble de la réforme qui est prévue, la réforme ferroviaire, premièrement. Deuxièmement, ce qu'une loi a fait, même si ce n'est pas encore une loi, ce qui a été voté, un autre texte ou un autre débat peut le changer. Et là-dessus, le Premier ministre, en plus. Et le Premier ministre, en l'occurrence, il a la main. Donc, que le gouvernement, à ce moment-là, fasse un geste en termes de méthode en disant stop, on s'arrête un petit peu, puisque le Premier ministre souhaite reprendre les discussions, qu'il les reprenne sereinement. Juste à ce niveau de l'émission, Pascal Pavageau, que vous allez au-delà de ce que Philippe Martinez peut demander aujourd'hui, qui est davantage dans une modification de la réforme. Vous nous demandez un moratoire. Ce que met le Premier ministre sur la table aujourd'hui, Édouard Philippe, c'est la dette. Il dit, voilà... Moi, peut-être que l'État reprendra la totalité de la dette. Même cela, si je vous entends bien, la reprise totale de la dette, qui est de 46 milliards d'euros, ne suffira pas à vous satisfaire. Mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est une réforme dans sa globalité. Le fait que l'État assume ses responsabilités eu égard à son rôle depuis 1937 sur justement la création de la SNCF et justement la constitution d'un patrimoine républicain. Parce que, là, encore une fois, le ferroviaire, c'est pas que la SNCF, c'est aussi ce qui permet de relier l'ensemble de nos concitoyens les uns aux autres et d'éviter, en égalité de traitement et en égalité de droit, que nous ayons des gens en périphérie qui soient exclus de notre République. Donc que l'État dise « j'ai un rôle historique sur l'état d'endettement aujourd'hui de la SNCF et donc je règle le problème en la reprenant », c'est quelque chose qui nous va. Mais ça n'est qu'un des éléments de la réforme. Dernière question sur la SNCF. Qu'il aille jusqu'au bout. Dernière question sur la SNCF. Si jamais vous n'obtenez pas gain de cause, est-ce que vous estimez que la grève pourrait se poursuivre à l'été, alors que Guillaume Pépi, la semaine dernière, président de la SNCF, nous disait qu'il n'y aura pas de grève à la SNCF cet été. Est-ce qu'il s'est trop avancé ? Est-ce que vous pensez que le mouvement peut durer ? À ma connaissance, Guillaume Pépi n'est pas dans les assemblées générales des syndicats cheminots, à ma connaissance. Alors donc ça peut continuer. Et la détermination que je connais, en l'occurrence, via les syndicats et la fédération FO des cheminots, tente à montrer que moi, mes camarades, n'abandonnent pas le combat. Donc vous leur dites, si nécessaire, on ira à l'été ? D'abord, c'est eux qui décident. Nous, à FO, c'est eux qui décident. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, s'ils décident d'y aller, ils auront l'intégral soutien de la Confédération. Alors, en termes de soutien, autre dossier, Air France, Christophe Jacubizine. Alors, votre homologue, Laurent Berger, un patron de la CFDT, a appelé ce matin les salariés d'Air France à voter oui au référendum organisé par la direction au motif que les pilotes d'Air France prenaient en otage l'ensemble des salariés. Est-ce que vous appelez à voter oui ou non pour ce référendum ? Les syndicats Force ouvrière engagés au niveau d'Air France ainsi que la fédération FO, FETS-FO appellent à voter non. La négociation, elle n'a pas eu lieu. Elle ne s'est pas terminée. Donc, on n'a même pas la capacité de mesurer s'il y a eu un accord. Encore une fois, on a un phénomène de contournement des organisations syndicales avec le lancement de ce référendum, de cette espèce de ce référendum, et avec un Premier ministre, encore une fois, sauf à ce que j'ai loupé un épisode, parce que la semaine dernière, on était vraiment... au Congrès. On était vraiment... mais le gouvernement prend parti dans ce référendum en disant « j'appelle les salariés à voter pour ». Et ça, c'est inacceptable pour vous ? Mais non, mais vous faussez l'intégralité justement de toute capacité de négociation. Non seulement vous ne laissez pas la négociation aller à son terme pour essayer de trouver un accord, vous faites un référendum, mais en plus, l'État prend part à ce débat. Vous êtes contre le principe du référendum ? Dans l'entreprise ? Oui. Ah oui, totalement. D'accord. Les organisations syndicales, elles sont là. La démocratie, ça s'organise à tous les niveaux. Laurent Berger, pourtant, dit oui à ce référendum et il appelle à voter pour. Laurent Berger a le mandat, j'imagine, de la CFDT. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger là-dessus ? Il faut faire attention. Moi, je soutiens... Attendez, une dernière question, parce qu'il y a Marie-Pierre Haddad est arrivée. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger pour dire que la SNPL, qui est le syndicat des patrons, prend en otage... Des pilotes, des pilotes, pardon. Je ne suis pas d'accord. Prend en otage les autres salariés. Le rapport de force, ce n'est pas une prise d'otage, quelle que soit l'organisation syndicale.
Très bien. On vous a entendu sur Air France. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la rédaction Bonjour numérique Pascal de Pavageau. RTL. Et première réaction de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Oui, alors depuis quelques jours, il y a une information qui a un peu fait tiquer les internautes. C'est l'information de la Voix du Nord. Lors du congrès de Lille, vous avez séjourné dans un hôtel 5 étoiles avec Jean-Claude Mailly et une quinzaine d'autres personnes. Et le secrétaire de votre prédécesseur, il a expliqué que ça a été fait parce qu'il vous fallait un endroit calme où travailler tranquillement durant la semaine, je le cite. Et donc sur Facebook, Patrice, lui, il est indigné par cette information. Il dit: quand est-ce que vous allez respecter les militants de base qui ont du mal à en finir avec leur fin de mois, surtout lorsqu'ils font grève pour défendre les droits des travailleurs. Et il dit, son message est signé un militant de la base. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je suis d'accord avec lui. Ça a suscité de l'incompréhension et je la partage. Vous regrettez ce choix ? Je regrette le choix qui a été fait. Vous n'y avez pas participé, Pascal Pavageau, à ce choix ? Non. Donc vous avez accepté d'y aller quand même. Oui, enfin, j'ai pas dormi dans la voiture, ça je suis d'accord avec vous, ça je le reconnais bien volontiers. En l'occurrence, quand vous allez au congrès, il y a une nécessité, c'est l'isolement, au sens de, sinon le congrès c'est H24. Mais ça dit quelque chose de la coupure entre les syndicats et... Non, là c'est vraiment un épiphénomène. C'est une erreur. Moi, en tous les cas, je l'aurais pas organisé comme ça. Votre prédécesseur, Jean-Claude Mailly, certainement entendra ce que vous dites. Il en est question d'ailleurs dans d'autres commentaires, je crois, Marie-Pierre Haddad. Oui, exactement. Jean-Claude Mailly, il a tweeté hier, il a écrit « Je suis redevenu libre ». Avant-hier, pardon. Je suis redevenu libre, point d'exclamation. Discours du nouveau secrétaire général de FO, : hypocrisie et duplicité. Et il dit respect aux militants réformistes. Est-ce que ces mots vous ont touché ? Non, je les regrette. Je crois comme l'immense majorité des adhérents Force ouvrière. Maintenant, vous savez, nous, on était là et ce jour-là, on était là pour construire. Voilà, c'est passé. Maintenant, on est là pour construire. Et encore une fois, la construction, elle permet d'avoir une feuille de route qui est votée à la quasi-unanimité. Il ne restera pas des traces quand même de cet affrontement assez historique quand même que vous avez eu au sein du Congrès avec votre prédécesseur, dont le bilan a été validé à une très faible majorité, c'est historique. Non, alors vous avez raison sur le fait que l'histoire du vote du rapport d'activité n'a pas été le vote sur le rapport d'activité des 3 dernières années ou du dernier mandat, comme ça se fait traditionnellement. Ça a été uniquement concentré sur un désaveu de très grande majorité des syndicats Force ouvrière sur l'attitude et le positionnement, le choix fait par Jean-Claude Mailly sur la dernière année. Voilà, uniquement. C'est pas rien quand même. Les lois travail. Désaveu, vous parlez de désaveu sur la dernière année. Oui, ce qui est pas mais c'était une année essentielle puisqu'il a été le Congrès se serait tenu. Je vais dire quelque chose qui est sans doute un peu non, je peux pas lire. Très rapidement. Le Congrès se serait tenu il y a 1 an exactement. Oui, mais on ne refait pas l'histoire. Non, mais si, c'est important ce que je veux dire. C'est que les mêmes causes, loi travail, le positionnement de FO, le rapport d'activité aurait été voté dans... Certes, mais il y a eu un épisode majeur entre-temps. Ah oui, donc je vous parle bien uniquement de la dernière année. Question avant la pause de Marie-Pierre Haddad. Oui, cette fois-ci, c'est un commentaire de Valérie sur Twitter. Elle a regardé votre prise de parole au Congrès et elle dit « Ça commence mal, point levé et international, c'est du marxisme à l'état pur ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tomber dans la caricature ? L'international, ce n'est pas du marxisme. Donc, quant à la question du point levé, oui, moi j'ai toujours, avec mes camarades, je suis un militant. Depuis que je milite à Force ouvrière, ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai toujours chanté fièrement avec mes camarades l'international. Ça fait partie de notre engagement, ça fait partie de notre histoire syndicale, ça fait partie des luttes qui font que nous sommes là aujourd'hui avec l'ensemble des droits qui sont les nôtres. Vous ne reniez rien. On vous retrouve dans quelques minutes, Pascal Pavageau, pour votre grand jury. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Yves Tréhard du Figaro. Pascal Pavageau, mardi 1er mai, bien évidemment, il y aura des manifestations en France pour cette fête du travail. Il n'y aura pas de défilé unitaire de tous les syndicats, une fois de plus. Est-ce que vous le regrettez ? Et en même temps, il n'est pas trop tard. Est-ce que vous pourriez tous défiler, et vous à Paris, avec les autres syndicats ? Je pense que ça va être compliqué d'ici 48 heures. Est-ce que vous le regrettez ? Non, le 1er mai, d'abord, il peut arriver que dans un département, vous ayez à un moment donné un défilé unitaire. Puis on est avant tout là sur une journée de solidarité avec l'ensemble des travailleurs sur le plan international. Bien sûr, ce qui est important, au-delà du 1er mai, c'est que nous parlions
Alors justement, vous allez proposer une mobilisation interprofessionnelle. Non, le mandat, ce qui a été décidé par le Congrès de Force ouvrière, c'est de fixer une perspective pour aller vers une mobilisation interprofessionnelle. Et il m'a été demandé par l'ensemble de mes camarades de prendre contact avec les autres secrétaires généraux des 4 autres confédérations, de manière déjà, premièrement, et c'est la moindre des choses, à se présenter, à échanger et à rendre compte, moi, des éléments, des demandes qui m'ont été faites par le Congrès, mais également voir si nous sommes en capacité d'avoir un diagnostic commun, partagé de la situation. Dans une mobilisation commune ou pas aussi l'unité d'action... Manifestation commune, oui, l'unité d'action, vous savez, l'union fait la force, c'est bien connu. Si on est d'accord sur un diagnostic, si on est d'accord sur les modalités d'action, le mieux, c'est d'y aller tous ensemble. Mais vous avez déjà une idée d'une date, par exemple? Est-ce qu'il y a le 22 mai sur la fonction publique? Où ils y sont tous. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà une idée pour une autre manifestation? Non, mais non. D'abord, premièrement, moi, je fixe pas de date avant de rencontrer les autres. Enfin, ça me paraît la moindre des choses. Mais l'idée, c'est de se voir. Et ce qui est fondamental, au-delà du 1er mai, c'est de se voir régulièrement, de discuter et de ne pas rompre les analyses, de ne pas rompre les contacts et de faire en sorte que le moment venu, si par exemple nous arrivons à avoir, comment dirais-je, une position partagée et une action commune, nous y allions. Donc vous leur demandez officiellement à vos collègues de la CGT une rencontre avec vous? Y compris de la CFDT, y compris de la CGC, y compris de la CFTC. Donc vous leur tendez la main officiellement pour d'abord, venir je vais les appeler. Encore une fois, c'est la moindre des choses. Je suis un garçon poli, moi, donc je vais aller me présenter. Et deuxièmement, j'ai le mandat, justement, pour leur dire... Vous les invitez tous à Force ouvrière? Non, je pense qu'on va faire s'ils en sont d'accord, évidemment, des rencontres entre nous dans un premier temps. Et puis, si on est en capacité de se voir tous les 5 assez rapidement, on se verra tous les 5 assez rapidement. Christophe Jacubizine. Alors justement, vous parlez de position partagée. Je vais vous donner l'occasion peut-être de dire si vous avez une position partagée ou pas avec la CGT. Philippe Martinez, ici même, il y a 15 jours, à ce pupitre, proposait une augmentation du SMIC de 10%. Est-ce que c'est une revendication sur laquelle vous pourriez vous retrouver avec lui? On est à un SMIC immédiat, disait-il. Oui, alors nous, la revendication diffère. On est d'accord sur le fait d'avoir une augmentation du SMIC. Ça fait longtemps que nous, on est à peu près à un SMIC qui est à 60% du salaire médian. Et nous, on souhaite pousser le SMIC à 80% du salaire médian. Ça ferait combien? Ça fait 1370 € net, quoi, quelque chose comme ça. Ça fait une augmentation de combien pour le SMIC? Pardon? Ça ferait une augmentation de combien pour le SMIC? J'ai pas fait le calcul. Faudrait faire le calcul. Le passage de 60 à... Je sais pas. Je sais mais pas. Mais c'est pas 10% en tous les cas. C'est peut-être plus, nous. Ah, d'accord. Vous êtes à mon avis, c'est plus. Au-delà de Philippe Martinez. Il faudrait vérifier, mais ça se trouve, c'est plus. La question, elle est l'augmentation du SMIC. La question, il y a plusieurs questions. Il y a notamment sur le plan européen. Non, c'est pas votre question, mais c'est important. La question du dumping, la question des travailleurs détachés, la question qui aujourd'hui concerne l'ensemble des pays, c'est justement l'absence dans certains pays de salaire minimum ou leurs références différentes. Donc nous, on est favorable et on le porte avec nos camarades au sein de la Confédération européenne des syndicats pour que nous allions sur un SMIC dans l'ensemble des pays européens qui soit à 80% du salaire médian. Si vous avez... C'est un peu pieux parce que vous savez qu'il y a plein de gouvernements extrêmement libéraux qui jamais n'accepteront d'aller dans ce sens-là. Si on fonctionne que par vœux pieux, on revendique jamais. En Europe, ou 27, donc on en reparlera dans quelques années. Alors, moi, je suis absolument persuadé qu'on va y aller. Il y a une autre formule qui est chère à Philippe Martinez, c'est la convergence des luttes. Est-ce que vous êtes favorable à la convergence des luttes? Par exemple, est-ce que les étudiants qui manifestent en ce moment rejoignent les cheminots les retraités, les personnels des établissements pour personnes handicapées? Pascal Pavageau. Sur le terme convergence des luttes, il fait partie de l'histoire syndicale. C'est un terme qui est daté, c'est un terme qui a été utilisé, y compris sur un plan, voire, comment dirais-je, un peu pris de temps en temps par le monde politique à des fins X ou Y, mais il fait partie de l'histoire syndicale. Moi, je préfère le mot d'unité d'action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'ensemble des actions qui sont spécifiques, qui ont leur singularité, leurs revendications propres, peuvent faire le constat, et je pense que c'est le cas aujourd'hui sur certains points, qu'il y a des points communs dans leurs demandes, dans leurs revendications, dans leur mobilisation, par exemple sur la baisse du pouvoir d'achat, par exemple sur le fait qu'on cherche à casser des droits collectifs et à les déprotéger, eh bien, dans ces cas-là, on peut avoir une unité d'action qui se fasse sur l'ensemble de ces différentes actions sectorielles, et en plus une unité d'action qui se fasse en intersyndicale. On ne la voit pas venir, cette unité d'action. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a
une possibilité d'explosion sociale dans ce pays au regard de ce que vous dénonciez au début de l'émission? Je pense que l'explosion sociale, elle existe déjà, avec la bipolarisation aujourd'hui de la société liée aux politiques. On est dans une situation où... C'est quoi la bipolarisation, pardon? L'histoire des 10% et des 90%, dont je parlais tout à l'heure, sur le fait qu'on a, on a des politiques qui sont menées pour ceux qui ont déjà beaucoup, voire tout, et au détriment... Et on demande à ceux qui n'ont pas grand-chose, n'ont rien, voire ceux qui ne sont rien... Ça se manifeste pas dans la rue pour l'instant. Oui, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Le fait qu'un SDF sur 4 est un travail, vous trouvez ça logique dans la 5e puissance économique du monde? Non, mais est-ce que c'est pas votre échec? Ça, c'est pas de l'explosion sociale. Avoir réussi? C'est pas une explosion sociale de se dire aujourd'hui avec un taux de pauvreté de 14%. Non, mais c'est pas de l'explosion sociale. Évidemment qu'ils sont pas dans la rue. Ils sont pas en grève, ils ont pas de boulot. On vous sent plus proche de Philippe Martinez que de Laurent Berger. Mais c'est pas une question. Il y a qu'un discours. On n'a pas d'interlocuteur privilégié et quand je m'exprime, je ne me demande pas ce que les autres ont raconté. Excusez-moi, mais là-dessus, vous avez un axe, c'est celui de Force ouvrière. Moi, je suis militant Force ouvrière. Vous avez rappelé dans le portrait que je n'ai pas pris d'autres cartes, ni politiques, ni associatives, et pas dans d'autres syndicats. Donc moi, mon axe, il est Force ouvrière, en toute indépendance. Et ben moi, je suis désolé, mais cette explosion sociale, elle existe. Et elle n'existe pas depuis mai 2017. La France ne s'est pas créée en mai 2017. Donc du coup, il n'a pas tout créé, et tout ne s'est pas créé depuis mai 2017. Mais en l'occurrence, oui, cette explosion sociale, elle existe. On est la 5e puissance économique du monde. Et on n'est pas capable de faire en sorte aujourd'hui que des enfants ne puissent pas... que tous les enfants de la République puissent aller manger dans les cantines scolaires. On n'est pas capable de faire en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde ait du travail, alors que franchement, c'est le rôle des politiques publiques. Et ceux qui ont la chance d'avoir un travail, la chance d'être protégés. On a un record du monde. 93% des travailleurs de ce pays sont couverts par une convention collective ou par un statut. C'est un record du monde auquel on doit beaucoup aux organisations syndicales depuis plus d'un siècle sur ce record. Et là, on a un gouvernement qui nous dit, ce record-là, mon but, moi, en tant que président de la République ou Premier ministre, c'est pas de passer de 93% à 100%, mais de réduire ces 93%. Ça, c'est pas possible. Mais Christophe Jacubizzi. Mais on a aussi, vous le rappeliez, un taux de pauvreté qui a augmenté dans le pays, et puis un taux de chômage aussi qui est très élevé par rapport aux autres pays européens. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on peut-être protège trop, on surprotège des salariés que vous défendez contre les plus pauvres ou contre les chômeurs? Je ne le pense pas. Ce qui crée le chômage, c'est pas, soi-disant, les droits des travailleurs, c'est la situation économique. Donc, qu'on ait une politique publique qui soit des aides publiques, qui soit une politique publique qui permette justement, bien évidemment, à avoir plus de compétitivité, puisque c'est le terme qui est à la mode depuis une dizaine d'années pour les entreprises, et créatrice d'emplois. Mais dans la création d'emplois, il y a aussi le secteur public. Moi, je suis désolé, c'est pas moderne que de supprimer des emplois. Vous voudriez plus de fonctionnaires? Pardon? Je pense qu'il faut plus de fonctionnaires aujourd'hui dans le pays. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de répondre aux besoins. Non, mais sur cette question-là, est-ce que vous dites, quand le gouvernement dit qu'il veut 120 000 fonctionnaires de moins, c'est dans la réforme, et qu'il envisage un plan de départ volontaire? Ce que j'entends de ce que vous nous dites là, c'est que voilà, vous ne serez pas forcément opposé à cette diminution-là? Non, c'est pas ça que je dis. Nous disons depuis des années, depuis 2007, que nous n'avons pas eu le débat sur les besoins publics. Je vous prends un seul exemple, dont on commence enfin à entendre parler. La dépendance. Il me semble qu'effectivement, il y a 20-30 ans, le besoin en termes de dépendance des personnes âgées sur le plan générationnel était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. L'allongement de la durée de vie a permis qu'aujourd'hui, on vive plus longtemps, c'est très bien, c'est parfait. Mais ça crée un besoin de dépendance. Donc c'est un besoin nouveau qui n'existait pas dans la société il y a encore quelques années. Le gouvernement propose quelque chose de très simple, Pascal Pavajou. Il dit une deuxième journée de solidarité pour financer. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette seconde journée de solidarité des Français? C'est à la sécurité sociale de pouvoir répondre à cela. Et en premier lieu, c'est pas apporter la réponse de façon dogmatique ou automatique, c'est d'ouvrir le débat. Là, pour le coup, la dépendance mériterait une véritable discussion et concertation. Une 5e branche de la sécurité sociale, c'est pas tant le sujet, c'est le fait que la sécurité sociale puisse permettre le financement par la cotisation. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que pour financer Non, on n'est pas favorable à la deuxième journée. Pardon. Pas favorable. Voilà. Sur les lois pénicaux, je voudrais revenir sur la réforme pénicaux par ordonnance qui prévoit la rupture conventionnelle collective. Et j'ai compris que vous étiez contre, et pourtant votre syndicat à PSA a voté pour. C'est pas tout à fait pareil. Justement, ils ont pris la main. D'abord, je voudrais être clair. Moi, je défends l'intégralité des actions des syndicats Force ouvrière.
Quand vous êtes quand vous êtes dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, directement à devoir essayer de sauver ce qui peut l'être et de négocier, moi, l'accord qui est trouvé, quel qu'il soit, par l'ensemble des syndicats FO, nous le défendons, nous le soutenons et, bien évidemment, nous les aidons. En l'occurrence, ils ont réussi à faire en sorte que ce ne soit pas une rupture conventionnelle collective, ça en a le nom, mais en réalité, de revenir sur les droits généraux qui étaient ceux du PSE. Maintenant, ils ont signé tout de même ce document. Oui, mais ça c'est du blabla. C'est-à-dire que ça, c'est de l'écriture sur le fait qu'on met rupture conventionnelle collective, alors qu'en fait, ils ont réussi, par la négociation, à faire en sorte que les droits... Donc vous arrivez à contourner, si je comprends bien, la loi travail. Bah oui. C'est votre objectif sur le terrain. Quand on n'est pas d'accord, on contourne. Hein. Quand on conteste et on contourne, bien évidemment, et notamment, la preuve en est, y compris par la négociation. La négociation, c'est aussi du rapport de force. Maintenant, sur la rupture conventionnelle collective, c'est pas syndical. Nous, on n'est pas là pour virer les gens, en plus avec une sorte de plan de licenciement inférieur à ce que nous pourrions obtenir par la vraie négociation, et ensuite, en plus, sans le contrôle de légalité de l'État derrière. Enfin, vous vous rendez compte, vous demandez aux organisations syndicales d'être ceux qui, par un accord majoritaire, viennent organiser le licenciement de X dizaines ou centaines de salariés de leur entreprise. Ça, c'est antinomique du syndicalisme. Christophe Jacubizine. Oui, vendredi, la ministre du Travail a présenté son nouveau paquet de réformes sur l'apprentissage, la formation professionnelle. Est-ce que, j'ai vu dans votre discours, vous étiez très sévère sur les différents aspects de cette réforme globale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il n'y a rien à retenir dans cette, par exemple, le fait de rapprocher les besoins de formation de ceux des entreprises, le fait d'indemniser les démissionnaires, de permettre la démission des indépendants, tout ça, il n'y a aucune avancée sociale dans ce paquet. Pascal Pavageau. C'est comme tout, vous prenez n'importe quel texte, y compris des textes dont mon organisation syndicale a pu demander l'abrogation, vous allez toujours trouver une ou deux mesures qui sont positives, sont correctes, ou en tous les cas, mangent pas de pain et posent pas de problème. Il y en a dedans. Donc, il y en a dedans. Il y en a certainement. Il faut regarder sur les travailleurs détachés notamment, etc. Les amendes ont été augmentées. Les sanctions ont été augmentées pour les entreprises. Donc un petit bon point pour le gouvernement quand même sur les travailleurs détachés. Par contre, de façon plus globale, ce texte, il arrive après 6 ordonnances démarrées cet été, avec un président de la République qui a fait une promesse de campagne en disant finalement, je marche sur... Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais en gros, je marche sur 2 pieds, c'est-à-dire qu'il y a la flexibilité pour les entreprises et il y aura, à un moment donné, la sécurité pour les salariés. La flexi-sécurité, Pascal Pavageau. Et ce devrait être le pendant de ce texte de loi, du premier texte de septembre. Pour vous, ça ne l'est pas. C'est loupé, là. Donc là, c'est la 7e ordonnance. Enfin, je veux dire, on est clairement sur une continuité sur le premier terme, en termes de flexibilité, ou en termes, encore une fois, de réduction des droits. Et puis après, il y a, à nouveau, excusez-moi d'y revenir, la méthode. Vous demandez aux interlocuteurs de négocier, par exemple, sur l'aspect formation professionnelle, nous le faisons. Et c'est bien normal. Nous aboutissons à un accord à 7 sur 8, ce qui est plutôt honnête. Bon, et in fine, on piétine, le gouvernement piétine et vient par exemple, avec la réforme sur la formation professionnelle, dire que ce ne sont plus des droits en heures, donc des droits collectifs, mais finalement une somme individuelle de 500 € chaque année, ce qui d'ailleurs réduit les droits d'emblée, c'est-à-dire qu'en équivalent heure ou en équivalent argent, vous allez démarrer grosso modo avec aujourd'hui une possibilité de faire des formations à 14 € l'heure, alors qu'on était entre 40 et 50 €, et puis il va falloir 4 ans aux salariés là aujourd'hui pour récupérer le niveau équivalent de celui d'aujourd'hui en matière de droit à la formation. Donc c'est un recul. Vous êtes le défenseur du statu quo. On ne voit pas en fait vers quoi vous voulez aller. Enfin, tout est contesté de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, mais en même temps, on ne voit pas l'alternative dans ce que vous dites. Si vous avez, mais nous avons. Par exemple, sur la formation professionnelle, est-ce qu'il faut laisser en l'état alors qu'on sait que ça coûte 30 milliards aujourd'hui et beaucoup de gens ne sont pas formés? Il y a un accord. Il y a un accord. Donc c'est le gouvernement qui n'a pas respecté son accord. Non, il y a une négociation interprofessionnelle. Nous ne disons pas à Force ouvrière, une fois qu'un accord des interlocuteurs sociaux a abouti, là en l'occurrence à 7 sur 8, ce qui est plutôt pas mal, le Parlement doit intégralement l'avaliser. Le Parlement est souverain, nous ne sommes pas les garants de l'intérêt général, mais par contre que dans ces cas-là, le Parlement utilise le fait qu'il y a un accord pour, en plus,
le rendre meilleur ou encore plus acceptable sur le plan social. Là, c'est vous avez négocié, c'est gentil, mais de toute façon, je fais ce que je veux, et avec des réductions de droits. Des réductions de droits, je l'ai dit par exemple, soit en heures, soit en termes de coûts, mais on a le même risque sur l'assurance chômage, par exemple, également dans le même texte. Donc on se retrouve dans des situations où finalement, on nous dit on veut bien discuter, ou on vous laisse négocier, et après on fait ce qu'on veut, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est moins de droits qu'à l'arrivée. Juste un point sur votre question fondamentale. Quand vous vous engagez dans le syndicalisme, c'est pas pour être contre, c'est pour être pour. Mais c'est ce qu'entendent les Français, Pascal Pavageau. Alors, ils entendent des syndicats qui sont contre, mais qui proposent peu. Eh ben, on n'arrête pas de proposer, sauf que depuis les années 80, il ne vous aura pas échappé qu'on nous en met plein la figure. Plein sur la tête. Excusez-moi, mais sinon vous auriez savez, plus la de formule, la formule du grain à moudre, elle est FO. Elle est FO. On est sur les 30 glorieuses, on a de la construction. FO sort de son four jusque dans les années 80. Plein de sortes de pain, plein de sortes de gâteaux, et fait des propositions. Après, le pouvoir en place les utilise ou pas. On se retrouve à partir des années 70, premier choc pétrolier, années 80. Attendez, mais attendez. On attaque. Aujourd'hui, ils sont en train de casser la meule. Donc vous êtes en train de vous retrouver, il n'y a plus de grain à moudre, on casse la meule. On est en train de la protéger. Les attaques sont telles sur les fondements même du socle, du socle social que ce qui apparaît très fort et sur lesquels d'ailleurs vous nous interrogez systématiquement, ce sont les points négatifs. S'il y a une banque publique d'investissement en France, c'est bien parce que une proposition de voilà. Il y a quelque chose qui devrait vous satisfaire, parce que vous dites que l'État vous muselle et reprend beaucoup de pouvoir sur les organisations professionnelles, c'est celui de l'apprentissage. Dans le cadre des réformes pénicaux, il y avait les régions qui étaient très fortes et qui étaient décisionnaires dans le domaine, et c'est les branches professionnelles, précisément, qui vont reprendre la main dans le financement de l'apprentissage. Oui, mais il faut pas que sur les... Là, sur l'apprentissage, il faut une politique publique nationale. C'est à l'État de porter cette politique publique pour éviter soit une logique d'apprentissage qui aurait été territorialisée, régionalisée. Nous, vous êtes contre, vous ? Ça, là-dessus, voilà. Et la question sur les branches professionnelles, que nos branches professionnelles permettent de donner les spécificités métiers, filières qui sont les leurs, oui. Mais il ne faut pas, demain, que ce soit un apprentissage qui soit sectorisé dès le plus jeune âge, dès les 16 ans, et que, en gros, finalement, c'est plus une question de sélection, c'est une question de tri. C'est une question de tri des gens, enfin des tout jeunes en l'occurrence, dès 16 ans, très rapidement, et en plus jusqu'à 29 ans. Et en plus avec une logique qui serait de dire, ce ne sont pas des emplois, ce ne sont pas des CDI, ce sont des apprentis jusqu'à 29 ans, donc moins de droits, moins de rémunération. Donc il y a des choses positives à mettre en place dans le cadre d'apprentissage, comme dans la formation professionnelle. On a toujours été demandeur, mais là, en l'occurrence, encore une fois, on retombe dans une logique d'individualisation. Et le bonus-malus pour les CDD que le gouvernement envisage, ça peut vous aller, ça ? On le demande depuis, j'allais dire, des années. On a déjà au niveau des branches, on a déjà renvoyé au niveau des branches ces discussions-là l'été, au printemps 2017. Par contre, c'est l'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure. La flexibilité en termes de promesses de campagne, on l'a bien vu. La sécurité, genre le bonus-malus, on l'attend toujours. Ça serait peut-être au 1er janvier 2019. Christophe Jacubizine. La prochaine grande réforme, le gouvernement va travailler toute l'année dessus, va le présenter sans doute fin d'année prochaine, début d'année prochaine, c'est la réforme des retraites, avec une sorte de système universel qui engloberait le régime général, les fonctionnaires et les régimes spéciaux, peut-être une retraite par points. Est-ce que, pour vous, c'est votre premier grand combat syndical de s'opposer, ou au contraire de collaborer à cette réforme des retraites? Nous allons à la concertation. Alors, elle n'a pas franchement démarré, elle a démarré, les échanges ont eu lieu, nous y sommes présents. C'est votre premier grand dossier personnel pour vous? Oui, en même temps, le projet de loi liberté de je ne sais plus quoi, là, construire son parcours professionnel, ce qui est quand même assez drôle. Enfin, liberté, on est libre, justement, de pouvoir aujourd'hui se former parce qu'on est en égalité de droits et on a des droits. Et sur le principe, est-ce que vous êtes sur les retraites, sur les retraites, on va aller à la concertation pour donner nos positions. Et nos positions sont évidemment de défendre ce qu'on appelle la répartition. Enfin, en tous les cas, le fait qu'il y a une vraie solidarité intergénérationnelle, ça c'est absolument fondamental et essentiel, mais aussi défendre que nos droits dans notre République et dans notre modèle social sont
attribués à un statut, sont affectés à un statut et non individu par individu. Spéciaux, et le risque... Il y a un seul régime, oui. Nous, on n'est pas favorable à la fin des régimes spéciaux. Qu'il y ait à un moment donné des convergences, qu'il y ait à un moment donné des harmonisations ne nous a jamais posé de problème. On a même fait des propositions dans ce sens, y compris des propositions en financement. Je reprends celle de la dernière réforme de 2010. On a à chaque fois fait des propositions et nous en referons. Nous ferons des propositions. Par contre, on n'adosse pas les droits à un individu, parce qu'en plus sur les retraites, si on passe à une retraite par points, c'est l'individualisation de la fin du parcours, et dans ce cas-là, on risque d'individualiser l'intégralité du parcours. Vous avez entendu, Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour des questions des auditeurs, des internautes. Oui, et cette fois-ci, c'est un commentaire de Nico sur Facebook. Il est vraiment très remonté. Il dit « Vous n'êtes que des traîtres, vous laissez la CGT se battre toute seule contre ce gouvernement en espérant grappiller des postes par-ci par-là. Qu'attendez-vous pour faire un front commun? Le peuple de France crève la gueule ouverte et vous regardez sans rien faire. » Qu'est-ce que vous répondez à ce coup de gueule? Il n'y a pas de traîtres dans le monde syndical, il n'y a que des gens qui sont engagés et qui sont engagés, je le dis tout à l'heure, et dans l'ensemble des organisations syndicales pour essayer d'obtenir des droits nouveaux et défendre leurs collègues de travail. Donc ça, cet engagement-là, moi, je le respecte au plus haut point. J'ai choisi une centrale syndicale qui répond à mes aspirations, à mes valeurs. Par contre, j'ai le plus grand respect pour l'ensemble des militants de toutes les organisations syndicales. Et nous avons tous ce point commun-là. Après, on peut avoir des divergences de point de vue, d'analyse ou de mobilisation. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de traître. Dans les postes ici ou là, c'est aussi Jean-Claude Maillet au Conseil européen et social, au Conseil économique et social européen. Certains parlent d'un parachutage. Est-ce que vous regrettez qu'ils prennent la place d'un autre FO aujourd'hui? Est-ce que c'était bienvenu? C'était son choix. C'était son choix. C'est pas le vôtre. Si, mais c'est son choix au sens, il m'en a parlé. Il m'a indiqué qu'il souhaitait prendre un mandat force ouvrière au niveau du CESE européen. Très bien. Il n'y a pas de parachutage. Et c'est pas un parachutage, c'est un poste, c'est un poste que l'organisation syndicale propose. Donc c'est pas une question de parachutage. Autre question de Marie-Pierre Haddad. Oui, cette fois-ci c'est un commentaire de Christian. Il dit de toute façon les syndicats, je n'ai plus confiance en eux et plus non plus avec le gouvernement. Allez, j'arrête, je suis trop écœuré. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place une syndicalisation obligatoire? Non, surtout pas. Justement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est renouer et faire en sorte qu'on revalorise, qu'on remette vraiment au bon niveau ce qu'est l'engagement syndical. Et l'engagement syndical, c'est pas arracher des chemises. L'engagement syndical, c'est pas brûler des palettes. L'engagement syndical, c'est construire, c'est répondre, c'est proposer, c'est revendiquer et c'est défendre. Le problème, c'est que nous sommes dans une période où les attaques sont telles que nous ne pouvons même pas dire quelque chose en termes de proposition. Nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance face aux rouleaux compresseurs et aux attaques qui sont en train de se mener sur les fondements même de notre modèle social. Est-ce que vous pouvez nous dire, la Force ouvrière a une tradition de ne pas donner de consignes de vote. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu un front quand même anti-Marine Le Pen. Est-ce que vous, personnellement, vous avez répondu à ce front-là? Est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen? Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, je ne vous dirai même pas si j'ai voté. Est-ce que c'est parce qu'il y a 25% de vos membres qui sont adhérents au Front National? On dit que c'est à peu près le chiffre de 24% chez Force ouvrière. Ça, c'est juste du délire. C'est-à-dire que ça c'est du délire total. C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas être FO et voter FN? Pardon? Vous ne pouvez pas être FO et voter Front National? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à Force ouvrière, indépendamment justement du problème. Certains sont engagés, d'autres, l'immense majorité ne le sont pas. Ce qui nous importe, c'est pas pour qui vous avez voté ou pour qui vous n'avez pas voté, ou si vous avez voté. Ce qui nous importe, non, parce qu'il y a cette liberté, mais dans l'indépendance et dans le respect de tous. Donc on laisse nos convictions au porte-manteau, et quand on se retrouve au niveau de Force ouvrière à 4000 pendant une semaine, c'est FO avec l'ensemble des syndicats Force ouvrière, uniquement. Merci beaucoup, Pascal Pavageau, pour votre première grande interview. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche, très belle semaine, et à la semaine prochaine.